Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à l'Institut français de Grèce. Nous sommes extrêmement heureux et honorés d'accueillir ce soir Alain Badiou. Vous pourrez, si vous le souhaitez, à l'issue de cette conférence, acquérir les livres d'Alain Badiou et les faire signer en face, au café de l'Institut français de Grèce. Et nous remercions les éditions Patakis de leur coopération et de leur participation pour cette soirée. Une excellente conférence et à tout à l'heure. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ να σας... C'est la traduction de ce qui vient d'être dit en grec. Έχετε τη δυνατότητα να δείτε και να βρείτε τα βιβλία του κύριου Μπαντιού στο μπιστρό του Γαλλικού Ινστιτούτου και ευχαριστούμε τις εκδόσεις Πατάκη για αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστούμε. Bonsoir. C'est avec une joie toute particulière que nous accueillons ce soir Alain Badiou dans les ruines de la Politia de la cité de Platon, dans cette cité athénienne qui est rouée de coups, je dirais, et violentée. Le fait qu'il soit là, c'est un exemple de l'amour qu'il ressent pour la Grèce, mais aussi la dimension universelle de la pensée hellénique en tant qu'acquis universel, au-delà de toutes les formes de pathologie. L'universalité, la diachronicité sont deux spécificités liées l'une à l'autre de la vérité, tel que ceci a été formé, développé par la pensée philosophique d'Alain Badiou. À l'occasion donc de sa venue parmi nous, nous saluons aussi le 3e tome de L'être et l'événement, l'immanence des vérités, qui, d'une certaine façon, c'est le couronnement de la synthèse philosophique mémorable, immense, qu'il a développée avec une créativité intarissable. Puisque nous nous trouvons donc dans les ruines de la cité de la Politia platonicienne, je salue aussi l'exploit de cette nouvelle architecture qui se développait dans un séminaire de 300 pages, 900 pages plutôt, qui a été publié en Grèce. Il s'agit véritablement d'une analyse immense, mémorable, une lecture très particulière de l'œuvre de Platon. Et j'ajoute aussi que à une autre échelle, peut-être, la conférence de l'année dernière d'Alain Badiou à l'Institut français est publiée aussi dans le 10e tome de la revue Alicia, qui vient d'ailleurs d'être publié, je le signale, et qui circule en son honneur d'une certaine façon. Pour tout cela, bien sûr, nous le remercions avec des mots qui malheureusement et fatalement sont très au-dessous de l'offre, de son apport. Ces mots ne peuvent pas atteindre l'offre immense qu'il nous a apportée. Excepté donc, je voudrais remercier, excepté le philosophe Alain Badiou, mais je voudrais aussi remercier Alain Badiou en tant que militant, en tant que combattant politique et d'écrivains d'œuvres de théâtre, de penseurs mathématiques, je dirais, aux professeurs avec des vertus de transmission de son savoir incomparables. La liste serait trop longue. Nous accueillons donc tout simplement Alain Badiou avec sa créativité à multiples facettes, tout à fait... il y a sa créativité donc ne peut se limiter
à une sorte, comme on l'a appelé, à un philosophe politique. On ne peut le réduire à cela, bien sûr. Il n'est pas cela. Et il est important de le souligner. Ce n'est pas un philosophe politique, comme certains journaux l'ont dit. Il est beaucoup d'autres choses, mais pas philosophe politique. La philosophie, c'est de la philosophie depuis Parménide et pour l'éternité et pour toujours. La politique, par contre, en tant que procédure de vérité, est une condition de la philosophie. En effet, ce sont des choses bien connues. C'est une des conditions, c'est quelque chose qui a été souligné par Alain Badiou, comme vous le savez, avec énormément de sérénité, je dirais, et de précision. Bien sûr, en tant que d'un certain point de vue, on pourrait imaginer que lui aussi appartient à l'espace de l'excellence. Il y en a beaucoup qui circulent avec cette toge de l'excellence, mais cette excellence est tissée avec un tissu qui nous ramène au conte d'Andersen, sur le roi, justement, qui est nu. Sa contribution à la réalisation de cette soirée, comme vous pouvez l'imaginer, était déterminante, cette contribution. Vous savez aussi que l'Institut français, qui a participé à cela, a prouvé avec beaucoup de conséquences et de cohérence au fil du temps, a prouvé qu'il était une institution irremplaçable à Athènes et en Grèce. L'Institut a contribué beaucoup mieux que d'autres institutions à la culture, à l'éducation des jeunes Grecs. Et nous remercions donc, excepté l'Institut Anna Pataki, pour le soutien sous toutes ses formes qu'elle nous a offert pendant toutes ces années dans un enjeu d'édition et où l'œuvre d'Alain Badiou occupe une place particulière. Je remercie aussi le groupe de la rédaction de la revue Alicia, mais excepté ce groupe de la rédaction, tous ceux qui se sont mobilisés pour organiser cette journée, cet événement, où il y aura 2 autres rencontres aussi. Demain à vendredi, il y aura un séminaire ouvert d'Alain Badiou avec une référence au 3e thème de l'être et l'événement. Et le titre, cela concerne surtout l'immanence des vérités. Cela c'est une occasion rare d'accès pédagogique à une œuvre exigeante, je dirais. Je souligne qu'il s'agit d'un séminaire, ce n'est pas une conférence, et par conséquent, ce sera en français et sans interprétation. Ceci aura lieu à la faculté de droit à 19h, et l'entrée c'est dans la rue Solonos. Tout sera signalé. Et samedi aussi, sur un fond de conjecture de politique généralisée et de troubles politiques et sociaux, d'ébranlements au niveau mondial partout, de troubles partout dans le monde. Alain Badiou va faire une intervention sur la situation dans le monde et la période de l'époque des mouvements. Cela aura lieu samedi à 19h. À l'école des Beaux-Arts dans la rue Piréos. Là aussi, il y aura les signaux qui vous indiqueront où vous dirigez. Et je donne immédiatement la parole à Alain Badiou et je vous remercie. Je vais donc vous parler ce soir de la notion d'égalité. Nous connaissons tous la fameuse formule inventée par la Révolution française de 1789, liberté, égalité, fraternité. Nous savons que la Révolution française a voulu
la réalisation politique de cette formule. Elle a déclaré solennellement que, je la cite, la Constitution, « tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». Alors aujourd'hui, la question de la liberté politique semble bien inscrite dans l'héritage de toutes les sociétés occidentales. Au niveau de l'opinion publique, elle prend la forme de la liberté d'opinion. Au niveau de l'opinion publique, encore une fois, c'est la liberté d'opinion. Au niveau de l'État, du pouvoir, elle prend la forme de ce qu'on appelle la démocratie. Alors, il s'agit en fait de ce dont, à mon avis, le vrai nom devrait être le parlementarisme. L'autorité politique véritable réside dans l'élection, au suffrage universel, d'une assemblée élue pour une durée limitée de quelques années. Et cette assemblée élit un gouvernement qui gère toutes les affaires publiques. Et on dit que l'assemblée a le pouvoir législatif, faire des lois, et que le gouvernement a le pouvoir exécutif, prendre les décisions pratiques dans le cadre des lois. Alors, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, ce système démocratique n'est presque jamais aussi simple. D'abord, avant même qu'il y ait le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, il y a en règle générale une constitution qui a été déclarée ou votée souvent un grand nombre d'années avant. Quelquefois même un siècle ou deux. Et les pouvoirs doivent s'exercer dans le cadre de cette Constitution. Ensuite, le plus souvent, au niveau du pouvoir législatif, il y a deux assemblées et non pas une seule. Il y a une Chambre des représentants et un Sénat. En France, on dit une Assemblée nationale et un Sénat. En Angleterre, il y a le Parlement et la Chambre des Lords. Aux États-Unis, la Chambre des représentants et le Sénat des États-Unis, et d'autres exemples. Au niveau du pouvoir exécutif, il y a souvent une autorité personnelle qui double ou dirige le gouvernement. Ça peut être une autorité héréditaire, un roi ou une reine, comme dans plusieurs pays du nord de l'Europe, ou ce peut être un président élu, comme en France ou aux États-Unis. Encore faut-il noter que le président aux États-Unis est élu au suffrage indirect. On élit des électeurs. Il y a aussi souvent encore une autorité supplémentaire de nature juridique, une sorte de tribunal national, souvent nommé par l'autorité suprême, par le président, et qui est chargé de dire si les lois votées sont conformes à la Constitution ou si les décisions du gouvernement sont acceptables ou si de graves fautes ont été commises au niveau des pouvoirs. Alors finalement, le système démocratique revient à situer le vrai pouvoir aussi loin que possible des opinions publiques, d'éviter des discussions trop directement démocratiques, de se méfier de toutes les formes de pouvoir direct, d'assemblées populaires, de soviets, comme disaient les révolutionnaires russes. Il est très loin du sens originel du mot démocratie, qui est un mot grec, vous le savez, combinant le mot démos, le peuple, et le verbe kratein, commander. Démocratie voulait dire pouvoir du peuple. Mais la démocratie moderne est le pouvoir de représentants du peuple, et même
de diverses formes, qu'on pourrait dire, des représentants du peuple. Le concept clé des démocraties occidentales n'est pas le pouvoir direct du peuple, pas du tout. C'est le pouvoir de la représentation. C'est l'idée que les citoyens, certes, naissent libres en droit, ce qui veut dire libres de déléguer leur liberté de décision à d'autres, et dans le cadre d'un droit qui fixe les règles de cette représentation par les autres. Alors du coup, on ne sait pas trop ce que devient, dans ce pouvoir, le concept d'égalité de la liberté, d'égalité dans la liberté de la décision réelle. Celui qui vote pour tel ou tel représentant est-il aussi libre, politiquement, que le représentant lui-même? Car le représentant va, mettons, voter, lui, librement, pour des lois qui vont ensuite affecter celui qui a voté pour lui, qui, lui, ne sera nullement libre au regard de ces lois. Plus généralement, que veut dire, comme le faisait la Constitution révolutionnaire, que les hommes naissent égaux en droit? Cela veut dire qu'ils ne sont pas égaux en fait. Autrement dit, ils sont en principe égaux devant le droit, c'est-à-dire devant la loi. Mais ils peuvent être totalement inégaux quant aux ressources vitales, à la santé, à l'éducation, au logement, et ainsi de suite. Autrement dit, l'égalité est juridique, ce qui veut dire qu'elle est symbolique et non pas réelle. Alors cette question a été traitée depuis longtemps, y compris dans la littérature. Dans son grand roman que vous connaissez, Les Misérables, Victor Hugo montre les limites insupportables de l'égalité réduite à sa forme symbolique. Son héros vole du pain pour survivre et il est envoyé au bagne, parce que tout voleur doit être puni. L'homme riche ne risque rien de tel, tout simplement parce qu'il a autant de pain qu'il veut. Il n'est nullement obligé de voler. Ce qu'il fait est peut-être ailleurs de gigantesques vols dans les affaires. Cependant, ces vols, pour la loi, ne sont pas vraiment des vols. Mais si vous réfléchissez, la situation est encore plus complexe. Ceux qui fixent la loi, et donc les règles concrètes de la liberté et de l'égalité, sont d'une façon ou d'une autre des représentants, nous l'avons dit, une très petite minorité de représentants. Ces représentants dépendent de moyens matériels, non seulement pour vivre, mais surtout pour continuer à être des représentants. Ils doivent faire des campagnes électorales, éditer des journaux, se faire connaître des nouveaux électeurs, etc. Tout cela coûte très cher. Or, l'inégalité financière n'est nullement interdite dans nos démocraties, bien au contraire. On y encourage systématiquement le succès dans les affaires bancaires, industrielles ou médiatiques. Ceux qui n'y participent pas sont finalement des perdants, des losers, comme on dit aux États-Unis. Les riches, au sens large, ont donc un avantage décisif dans nos démocraties. Ils peuvent payer de puissants moyens de communication. En France, par exemple, pratiquement tous les journaux à grand tirage, la grande majorité des chaînes de télévision et la quasi-totalité des industries numériques de communication appartiennent à une poignée de milliardaires. Du coup, que le droit de vote soit universel ne constitue nullement une égalité politique. Certains candidats
qui se disent conservateurs et donc partisans de l'ordre dominant ont des avantages décisifs dans la propagande électorale. Ajoutons que les représentants peuvent être corrompus, à la fois par l'exercice du pouvoir et par leur contact permanent avec les oligarchies industrielles, commerciales, bancaires et autres. Comme le dit un proverbe, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. De ce point de vue, la liberté d'opinion elle-même est largement fictive. En effet, les moyens d'information, de communication sont en général possédés par l'oligarchie capitaliste. Du coup, la liberté de faire connaître son opinion, ou même de constituer une opinion fondée sur le réel, est extrêmement limitée si cette opinion n'est pas l'opinion dominante, organisée par les puissances économiques pour le maintien de leurs profits. Alors il faut aussi distinguer philosophiquement ce qui relève du droit, ce qui est autorisé par l'État, et ce qui est possible, ce qui relève du réel. La liberté de faire quelque chose n'a pas de sens véritable pour celui qui n'a aucun moyen de faire cette chose. La liberté de mouvement, la liberté d'aller et de venir, est-elle la même pour, d'une part, le chômeur d'origine albanaise qui circule sur une vieille bicyclette au risque de se faire arrêter et expulser parce qu'il n'a pas de papier, et d'autre part, le millionnaire qui possède un jet privé avec son pilote privé et qui est partout le bienvenu parce qu'il propose des investissements rentables. Parler de la même liberté est évidemment ici absurde. Autrement dit, la vraie question de la liberté n'est pas celle du droit, c'est celle du possible et de l'impossible pour un sujet déterminé, et non principalement de ce qui est autorisé ou interdit. Ce qui est possible ou impossible, et non pas ce qui est autorisé ou interdit. Supposons que mon libre projet est de faire connaître mon opinion politique à tout le monde, comme je le fais ce soir, par exemple, parce que je la crois juste. Mais que toute la presse et toutes les chaînes de télévision appartiennent aux ennemis de mon idée politique. Alors, ma liberté se heurte à l'impossibilité de mon projet. Il y a, vous le voyez, formellement une liberté d'opinion. Mais dans le réel, mon opinion ne peut se déployer et devenir une politique collectivement organisée. C'est impossible parce que je n'en ai pas les moyens. Comme le dit la Constitution républicaine, je suis libre en droit, ce qui me donne une autorisation de penser ceci ou cela, mais je ne suis pas libre dans le réel, comme l'est le milliardaire qui possède un journal et une chaîne de télévision. Finalement, nous pouvons dire ceci. Pour un individu déterminé, la vraie liberté suppose en réalité, au niveau de ce qui est possible ou impossible, qu'existe aussi une forme d'égalité entre ceux qui sont déclarés libres. Sinon, certains seront nettement plus libres que d'autres, parce qu'ils auront le pouvoir de réaliser ce qui, pour les autres, est impossible. Mon collègue et ami Étienne Balibar a fabriqué, avec les mots liberté et égalité, le mot unique égaliberté. Et je crois que ce mot est utile. Toute vraie liberté doit être une égale liberté. Et en ce sens, le monde libéral contemporain, qui est le capitalisme parvenu à son stade mondial, n'est nullement un monde libre,
parce qu'il est absolument un monde inégal. Nous l'avons dit, dans la vision bourgeoise républicaine, on dit que les hommes sont libres et égaux en droit, mais nous voyons que dans les faits, vu les inégalités engendrées par le capitalisme, ils ne sont dans le réel ni réellement égaux, ni réellement libres, ni l'un ni l'autre. La zone de liberté est réduite à l'opinion individuelle et donc aux capacités pratiques et intellectuelles des individus concernés. Descartes, le vieux Descartes, déjà, critiquait la pure liberté de l'opinion individuelle, la liberté de penser ce qu'on veut. Il l'appelait la liberté d'indifférence, et il disait que c'était le plus bas degré de la liberté. Il pensait que la vraie liberté, c'est de pouvoir penser les vrais contenus de la connaissance et de l'action. Et pour que tous aient les moyens de cette vraie liberté, il faut une égalité dans l'éducation, une égalité d'accès et d'usage au regard des moyens de communication et de propagande. Dans le monde où nous sommes, le monde du capitalisme mondialisé, Descartes dirait, s'il était là, que la liberté est devenue le plus bas degré de la propagande. Le monde occidental se déclare démocratique et vante ses libertés, mais c'est pour mieux cacher sa vraie nature, qui est celle d'une inégalité déchaînée, laquelle interdit, à échelle de l'action collective et des zones économiques différentes, toute liberté véritable. Alors, reprenons donc la question de l'égalité à sa racine, qui est d'abord et avant tout l'inégalité économique. Il faut ici introduire, je le regrette, quelques notions élémentaires de marxisme. Dans l'univers du capitalisme mondialisé, la règle est celle de la liberté de propriété, de l'hostilité aux dépenses publiques et encore plus à la propriété collective. Dans tous les pays, on procède à des privatisations de tout ce qui était public, et tout cela est abrité derrière la théorie selon laquelle toute propriété publique mène au totalitarisme stalinien. L'échec du communisme en Russie et en Chine est aujourd'hui le seul véritable argument des fanatiques du libéralisme. Pour ces fanatiques, même ce qui relève à l'évidence de besoins universels, comme la nourriture, le logement, la santé, l'éducation, les transports collectifs, tout cela doit être impitoyablement confié à des sociétés privées, elles-mêmes capitalisées par des banques privées. Toutes les tentatives de faire autrement, de défendre la propriété collective et la dépense publique sont impitoyablement dénoncées. Ce système consiste à considérer que la valeur d'une activité humaine, quelle qu'elle soit, est mesurable par le profit qu'elle permet. Profit qui est mesurable à son tour par l'équivalent général, à savoir la monnaie, ce qui veut dire aujourd'hui, à échelle du monde, largement le dollar. Et ceci que cette activité soit industrielle, agricole, commerçante, financière, mais finalement aussi artistique, médicale ou éducative. Cette royauté du profit comptable produit des inégalités monstrueuses dont je voudrais souligner qu'elles sont sans précédent dans l'histoire de l'humanité. On constate aujourd'hui que quelques centaines de personnes détiennent autant de richesses que des centaines de millions d'autres. On constate aussi des paradoxes effrayants. Il existe dans le monde des masses énormes de gens sans travail qui errent sur notre terre à la recherche d'un endroit où travailler, gagner un peu d'argent, survivre. Ils le font en assumant des risques terribles
allant jusqu'à la mort. Ce sont ce qu'on doit appeler, c'est le nom que je leur donne, des prolétaires nomades. Beaucoup d'entre eux sont prêts à risquer le pire pour trouver un emploi et nourrir une famille. C'est ainsi que dans les dernières années, 19 000 prolétaires nomades se sont noyés en Méditerranée, alors qu'ils tentaient d'aller vivre en Europe occidentale. Pour mettre fin à ce type de scandale atroce, il suffirait de réduire la durée hebdomadaire du travail. Elle est dans les faits autour de 40 heures en Europe, mais elle dépasse, par exemple, 50 heures dans les énormes usines chinoises. Un accord international fixant de façon impérative la durée du travail en dessous de 30 heures suffirait à transformer radicalement le marché du travail, à faire reculer, voire disparaître le chômage, et du coup à abolir la vie misérable et mortifère de centaines de millions d'êtres humains vivants. Mais l'implacable loi du capitalisme dominant ne peut tolérer une telle mesure, aussi élémentaire et évidente soit-elle, car tout le profit réel des propriétaires privés de l'appareil productif, comme l'ont démontré de longue date les marxistes, provient d'une plus-value extorquée au travail sous la forme d'un temps de travail surnuméraire qui n'est en fait pas payé aux travailleurs, pas payé aux prolétaires. Diminuer le temps de travail de façon autoritaire et mondiale sauverait la vie de centaines de millions de gens, mais porterait un coup fatal au train de vie de l'oligarchie libérale et à ses projets de concentration du capital par le rachat systématique des entreprises rivales en difficulté. Déjà aujourd'hui, les grandes concentrations capitalistiques, notamment dans le domaine de l'économie numérique, les Google, les Apple, les Facebook et les Amazon, et tous ceux qui rêvent d'être comptés eux aussi comme GAFA, installent leurs usines en Chine ou en Éthiopie, parfois en Europe de l'Est. Pourquoi ? Parce que là-bas, la force de travail ouvrière est payée infiniment moins cher pour énormément plus d'heures de travail. La plus-value, ce secret du profit, est alors considérable. De là une très importante désindustrialisation de pays comme la France, l'Angleterre et même les États-Unis. De là des mouvements populaires contre cette attaque anti-ouvrière menée partout, laquelle menace même aujourd'hui une partie besogneuse des classes moyennes. Il n'y a pas d'autre raison au soulèvement des Gilets jaunes en France, comme aussi aux dérives nationalistes et fascisantes en Italie, en Pologne, en Roumanie, ou aussi bien au Brésil ou en Inde, voire même aux États-Unis eux-mêmes avec Trump. De nombreux mouvements dans le monde entier, souvent animés par la jeunesse, se lèvent, et ici vous en savez quelque chose, contre l'aspect autoritaire de l'État, contre le racisme et le machisme, contre la répression policière, contre les industries polluantes et finalement contre tel ou tel symbole du pouvoir. En Algérie, contre la mafia militaire, à Hong Kong, contre l'influence bureaucratique chinoise, en France, contre le président Macron, en Amérique latine et au Moyen-Orient, contre la pollution industrielle et agricole. Tout cela est sympathique et mieux vaut des levées collectives que l'individualisme peureux. Cependant, je suis frappé que tout cela reste largement négatif, sans proposition économique et politique claire et nouvelle, et sans aucune référence en particulier à ce qui est le cœur de la question politique aujourd'hui, à savoir l'offensive déchaînée de la propagande des États démocratiques
contre tout ce qui ressemble à une critique du capitalisme, à une volonté d'en finir avec la propriété privée des moyens de production, de financement et d'échange, bref, d'en finir absolument et définitivement avec tout ce qui peut rappeler l'hypothèse communiste. Hypothèse communiste qui a animé le mouvement ouvrier en alliance très large avec les intellectuels pendant plus d'un siècle. Plus que jamais, l'opposition stratégique entre capitalisme et communisme, communisme pris ici comme tentative de dépassement du capitalisme lui-même, d'une autre organisation de la production, ça devrait structurer, aujourd'hui plus que jamais, la pensée politique des mouvements, mais ce n'est pas vraiment le cas. Nous avons principalement une révolte sympathique, libertaire, anti-répressive, anti-misère, anti-machiste, anti-raciste, écologique, mais qui ne semble pas comprendre que la clé de la situation, c'est directement et sur toutes ces questions l'hégémonie totale, y compris idéologique, du capital. En particulier, on remarque que les révoltes en cours se réclament en fait, encore aujourd'hui, bien plus de la liberté que de l'égalité. Elles dénoncent les puissances d'argent, mais dans les faits, elles ne s'attaquent qu'au symbole du pouvoir politique. Elles oublient que déjà Marx disait que le pouvoir politique est normalement composé de fondés de pouvoir du capital. Pourtant, les privatisations en cours partout, l'apologie de la propriété privée, la haine qui s'attache au marxisme et au communisme, indiquent ce dont l'ennemi de classe a surtout peur: la remise en cause des victoires obtenues depuis les années 80 du siècle dernier par l'idéologie bourgeoise des propriétaires contre toute forme de l'idéologie collectiviste. Les privatisations massives partout dans le monde offrent une occasion d'organiser les révoltes de masse dans la direction fondamentale d'un contrôle collectif de tout l'appareil productif. C'est cela, et cela seul, qui peut unifier les luttes, les faire converger, comme les activistes disent le souhaiter. Mais il faut bien avouer que contre ces privatisations, il y a eu peu de révoltes massives. Il y a eu des mouvements et des révoltes contre bien des choses, mais peu contre le monopole de la propriété privée. Même les émeutes populaires d'aujourd'hui ne parlent, je parlerai pour mon pays, ne parlent que de jeter Macron dehors, ou de l'amélioration du pouvoir d'achat, ou de la baisse des impôts, ou de la brutalité policière, ou du réchauffement climatique, ou des violences contre les femmes, ou du racisme anti-immigré, toute caractérisation négative, mais pratiquement jamais du renversement nécessaire de la dictature pseudo-démocratique des propriétaires de capitaux. Or, c'est là que se pose la vraie question contemporaine de l'égalité et donc aussi celle de la liberté. Au niveau idéologique, plutôt que de centrer l'action sur la recherche d'une appropriation collective de tout l'appareillage productif, on voit les uns dire qu'il faut s'unifier pour sauver la planète, et les autres redouter que des robots intelligents prennent le pouvoir. D'un côté, on fétichise la nature, et de l'autre, on annonce une technologie du surhomme. J'ai écrit naguère un texte sur cette situation du débat d'idées. En liaison avec les mouvements populaires en cours, je voudrais vous proposer ici une variante de ce texte que je crois toujours absolument actuel. Il est devenu courant aujourd'hui d'annoncer pour diverses raisons la fin de l'espèce humaine telle que nous la connaissons. Dans la direction typiquement messianique d'une certaine écologie, les excès prédateurs de ce mauvais animal qu'est l'être humain
vont entraîner sous peu la fin du monde vivant et de la planète. Et dans la direction de l'emballement technologique, on nous annonce la robotisation de tout le travail, le numérique somptueux, l'art automatique, le tueur plastifié et le péril d'une intelligence surhumaine. Du coup, montent à la surface aujourd'hui de menaçantes catégories comme le transhumanisme et le post-humain, ou symétriquement le retour à l'animalisme, selon qu'on prophétise à partir de la création technique ou qu'on se lamente à partir des atteintes portées à notre mère, la nature. Je tiens tous ces propos comme des moyens d'obscurcir le péril véritable auquel l'humanité est aujourd'hui exposée, à savoir l'impasse où nous conduit le capitalisme mondialisé. C'est en réalité cette forme sociale, cette forme de l'organisation sociale, et elle seule, qui, rattachant tout à la pure notion de profit privé, autorise l'exploitation destructrice des ressources naturelles. Que tant d'espèces soient menacées par le climat reste incontrôlable, que l'eau devienne comme un trésor rare, tout cela est un sous-produit de la concurrence impitoyable entre des prédateurs milliardaires. Et que l'essor scientifique soit anarchiquement asservi aux techniques vendables n'a pas non plus d'autre origine. La pensée écologique se nourrit souvent de descriptions convaincantes, mais elle devient une propagande utile aux États qui veulent se montrer aimables, comme aux firmes transnationales qui veulent faire croire, pour le bénéfice de leur chiffre d'affaires, à la noble et fraternelle pureté naturelle de leurs marchandises trafiquées. Tout cela nous promet, si rien ne change à la racine, un capitalisme peint en vert. Par ailleurs, le fétichisme de la technique, la succession des révolutions techniques, la révolution numérique étant le plus à la mode, a constamment tenté de faire croire, d'un côté, qu'on allait, ce faisant, au paradis du non-travail, avec des robots serviables et une paradisiaque fainéantise universelle, et de l'autre, à l'écrasement de la pensée humaine par la pensée électrique. Aujourd'hui, il n'est pas un magazine qui ne présente à ses lecteurs stupéfaits l'imminence d'une victoire de l'intelligence artificielle sur l'intelligence naturelle. Mais dans la plupart des cas, ni nature ni artifice ne sont correctement et clairement définis. Depuis les origines de la philosophie, on se demande ce que recouvre le mot nature. Il a pu signifier la rêverie romantique des soirs couchants, le matérialisme atomique de Lucrèce, De natura rerum, l'être intime des choses, la totalité de Spinoza, Deus sive natura, l'envers objectif de toute culture, le site rural et paysan par opposition aux artifices suspects de la ville. La terre, elle, ne ment pas, disait Pétain, ce qui n'est pas une référence convenable. Ça peut désigner aussi la biologie, par différence avec la physique, la cosmologie, au regard du petit monde qu'est notre planète, l'invariance séculaire, au regard de la frénésie inventive, la sexualité naturelle, au regard de la perversion, etc. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, nature désigne en fait surtout la paix des jardins et des villas, le charme touristique des animaux sauvages, la plage et la montagne où passer un agréable été. Et qui donc peut imaginer que l'homme soit comptable de la nature, lui qui n'est à ce jour qu'une puce pensante
sur une planète secondaire, dans un système solaire moyen, sur les bords d'une galaxie banale. Ça, la science nous le dit. La philosophie, depuis ses origines, a également pensé la technique ou les arts. Les Grecs ont médité sur la dialectique de techné et physis. Ils y ont situé l'animal humain et préparé qu'il soit vu comme un roseau, le plus faible de la nature, mais un roseau pensant. Ce qui veut dire, pense Pascal, l'auteur de cette citation, que plus fort que la nature, l'homme, en tant qu'animal pensant, plus fort que la nature, est plus près de Dieu. Les philosophes ont vu depuis très longtemps que l'animal capable de mathématiques ferait de grandes choses dans l'ordre matériel. Ces robots dont on nous rebat les oreilles, que sont-ils d'autres que du calcul agencé en machine, que du nombre cristallisé en mouvement? On sait qu'ils comptent plus vite que nous, mais c'est nous qui les avons précisément conçus pour cette tâche. Il serait quand même stupide, parce qu'une grue soulève un énorme poteau en béton à des hauteurs prodigieuses, d'arguer de ce que l'homme en est incapable pour conclure à la naissance d'un musculeux géant transhumain. Compter à la vitesse de l'éclair n'est pas davantage le signe d'une intelligence indépassable. Le transhumanisme technologique nous refait le cou éculé, le thème inépuisable des films d'horreur et de science-fiction, du créateur dépassé par sa créature. Et ils le font soit pour s'enchanter de la venue de ce géant, le surhomme, qui depuis Nietzsche se fait attendre, sans arriver, soit pour la craindre et aller se réfugier dans les jupes de Gaïa, la mère nature. Alors prenons les choses d'un peu plus loin. L'humanité, depuis 4 ou 5 millénaires, est organisée. Elle est organisée de façon immuable par la triade de la propriété privée, qui concentre d'énormes richesses dans les mains de très petites oligarchies, de la famille, où les fortunes transitent via l'héritage, de l'État, qui protège par la force armée et la propriété et la famille. C'est cette triade qui définit l'âge néolithique de notre espèce. Et nous y sommes toujours, voire plus que jamais. Le capitalisme, c'est la forme contemporaine du néolithique. Et son asservissement des techniques par la concurrence, le profit et la concentration du capital ne fait que porter à leur comble les inégalités monstrueuses, les absurdités sociales, les massacres guerriers et les idéologies délétères qui accompagnent depuis toujours, sous le règne historique de la hiérarchie des classes, le déploiement des techniques. Il faut bien voir que les techniques ont été les conditions initiales et non pas du tout le résultat final de la mise en place néolithique. Si l'on considère le destin de notre espèce animale, l'agriculture sédentaire, la domestication du bétail et des chevaux, la poterie, le bronze, les armes métalliques, l'écriture, les nationalités, l'architecture monumentale, les religions monothéistes sont des inventions au moins aussi importantes que le smartphone ou l'avion. Ce qu'il y a d'humain dans l'histoire a depuis toujours été par définition artificiel, faute de quoi il ne s'agirait pas de cette humanité-là, de l'humanité néolithique, celle que nous connaissons, mais de la permanence d'une forte proximité avec l'animalité, permanence qui a du reste duré avant le néolithique, sous la forme de petits groupes nomades, pendant probablement 200 000 ans. Le primitivisme peureux et obscurantiste existe depuis le concept de communisme primitif. Nous connaissons aujourd'hui le culte des amicales sociétés archaïques où, soi-disant, les bébés, les femmes, les hommes et les vieillards vivaient fraternellement, sans rien d'artificiel, y compris avec les souris, les grenouilles et les ours.
Tout cela n'est après tout qu'une ridicule propagande réactive, alors que tout indique que les sociétés en question étaient pétries de violence, tout simplement parce que constamment situées sous le joug pour seulement survivre de nécessités harassantes. Évoquer par ailleurs en tremblant la victoire de l'artificiel sur le naturel, du robot sur l'homme, est aujourd'hui une régression absurde. Objectons à cette erreur et à ces prophéties ceci: une simple hache ou un cheval dressé, pour ne rien dire d'un papyrus rempli de signes, sont déjà exemplairement trans- ou post-humains. Et déjà un boulier permettait de calculer bien plus vite que les doigts de la main. La question de notre temps n'est pas celle d'un retour au primitivisme, d'une terreur devant les ravages de la technique, pas plus que celle de la fascination morbide pour la science-fiction des robots triomphants. La vraie question porte sur la possibilité d'une sortie méthodique et urgente du néolithique lui-même. Cet ordre millénaire, ne valorisant que les concurrences et les hiérarchies et tolérant la misère de milliards d'êtres humains, doit être surmonté à tout prix, sauf à ce que déchaînent ces guerres dont le néolithique a depuis son apparition le secret, et dans la descendance technologisée de celle de 14-18 ou de 39-45, avec leurs dizaines de millions de victimes, et cette fois, si nous la laissons parvenir, bien plus encore. Il ne s'agit pas pour nous des techniques ni de la nature. Il s'agit de l'organisation des sociétés à échelle mondiale. Il s'agit de poser qu'une organisation sociale non néolithique est possible, ce qui veut dire pas de propriété privée de ce qui doit être commun, à savoir la production de tout ce qui est nécessaire à la vie humaine, comme de tout ce qui en fait le prix. Pas de famille d'héritiers, pas de patrimoine concentré, pas d'État séparé, protecteur des oligarchies, pas de hiérarchie des travaux, pas de nation, pas d'identité fermées et hostiles. Une organisation collective de tout ce qui a un destin collectif. Cela a un nom, un beau nom, le communisme. Le capitalisme n'est au fond que la phase ultime des restrictions que la forme néolithique des sociétés impose à la vie humaine, à travers le triplet de la propriété, de la famille et de l'État. Le capitalisme est le dernier stade du néolithique. Encore un effort, bel animal humain, pour sortir de tes 5000 ans d'invention au service d'une poignée de gens. Depuis presque 2 siècles, depuis Marx en tout cas, on sait qu'il faut commencer l'âge nouveau, celui des techniques inouïes pour tous, des travaux distribués égalitairement à tous, du partage de tout et de l'affirmation éducative du génie de tous. Que le nouveau communisme s'oppose partout, sur toutes les questions, à la survie morbide du capitalisme, cette modernité apparente d'un monde en réalité 5 fois millénaire, ce qui veut dire vieux, bien trop vieux, ce monde, le nôtre. Voilà, c'est dans cette ligne de pensée qu'il faut penser l'égalité moderne, celle qui nous fera sortir de plusieurs millénaires d'inégalités et par conséquent de fausses libertés. Sortons de ce monde vieux, bien trop vieux, le monde de la propriété privée, de la famille fermée et de l'État corrompu et autoritaire. Sortons du duel entre un nationalisme pervers et une démocratie fallacieuse. Créons de l'intérieur de nos mouvements, aujourd'hui nombreux et forts à leur manière, une silhouette à la fois reconnaissable et neuve, celle d'une égalité sans précédent, par la mise en commun de tout ce qui a une valeur commune,
de tout ce qui concerne un bien commun. Rendons à l'humanité rassemblée le gouvernement de son devenir. Merci. On va passer aux questions. Elles sont traduites, les questions, oui. Est-ce que tu sais comment le mettre? On va l'activer. Je pense que c'est ça. J'ai eu beau traduire Platon, j'ai encore du mal à comprendre le grec, quand même. Que vous entendez la traduction? Nous allons commencer avec les questions pendant le laps de temps que nous avons à notre disposition, en tout cas. Est-ce que vous entendez, Monsieur Badiou? Oui. Ah, d'accord. Dimitri, je peux? Oui. C'est bon. Donc les questions. Monsieur. Monsieur par là, plutôt, de l'autre côté. De cette belle conférence, Alain. Je voudrais, c'est pas vraiment une question, je voudrais avoir ton sentiment sur cette idéologie assez dominante quand même aujourd'hui, qui est celle de l'excellence et qui dénonce un supposé égalitarisme qui nivelle tout à un niveau très bas et qui est au fond, comme je la vois au moins, une sorte de darwinisme social au profit des meilleurs qui gagnent, tandis que les autres, s'ils ne sont pas au même niveau, s'ils ne gagnent pas leur vie au même niveau, c'est qu'ils ne les méritent pas. Merci. Eh bien, je voudrais dire que ceux qui gagnent, nous les connaissons, après tout. Hein. Ils n'ont pas l'air si magnifiques que ça. Hein. Les grands milliardaires, les grands propriétaires des grandes compagnies ne présentent pas, à mes yeux de philosophe, un idéal humain magnifique. Hein. Donc ce sont les meilleurs en quel sens? Voilà. Ce sont les meilleurs dans la science de marcher sur les autres. Voilà, ça oui. Ce sont les meilleurs dans la concurrence, qui est considérée comme la loi fondamentale du profit moderne. Ce sont donc ceux qui, soit souvent par héritage, soit par leur acharnement personnel, ont réussi à concentrer le capital, parce que c'est ça, en réalité, ont réussi une manœuvre de concentration du capital, et qui vivent sur cette concentration. Est-ce qu'on peut proposer ça comme un modèle à l'humanité à venir? Ça me paraît quand même assez discutable. Je peux soutenir, moi, que tel ou tel ouvrier africain que je connais me fait plus grande impression que tel ou tel milliardaire, véritablement. Et je le dis sans populisme, je le dis parce que c'est vrai, parce que je le ressens, parce que je pourrais expliquer pourquoi. Après tout, les prolétaires nomades, comme je les appelle, ce sont des jeunes, souvent, ou des moins jeunes, dont la vie est une véritable épopée. Alors eux, ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont traversé des déserts, ils ont affronté la mer sur des bateaux, ils ont appris 4 ou 5 langues au passage, ils sont restés à travailler quelque part pendant un an sous la chourme, et tout ça dans l'espoir de gagner une sorte de terre promise. Donc il y a tout autant, et même plus de raisons, d'admirer en réalité la figure humaine d'un prolétaire nomade que d'un milliardaire assis dans son fauteuil, franchement. Voilà.
Et ça, il faut quand même dire que l'égalité, c'est ça. L'égalité, c'est la reconnaissance de la capacité ou de la possibilité chez quelqu'un de faire des choses admirables et fortes. Ça n'est pas sa situation en tant que telle. La situation d'un héritier qui arrive à faire fructifier l'héritage par toute une série de manœuvres corruptrices, ça n'a rien d'admirable. C'est un malin du système. Voilà. C'est un malin du système. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais que vous remercier vivement. Je voudrais vous remercier vivement, donc, tout d'abord. Et je voudrais donc vous remercier vivement de votre présence ici en Grèce à nouveau. Cette fois, je ne vais pas vous demander, comme je vous l'avais demandé par le passé, en ce qui concerne la construction du sujet qui permet d'apporter tous ces changements radicaux que vous préconisez. Et je pense qu'il y en a d'autres dans cette salle qui les préconisent, mais je voudrais plutôt me référer à une partie importante de votre exposé. Je suis tout à fait d'accord sur la façon dont vous avez exposé contre l'axiome du néo-primitivisme en tant que principe pose problème et peut briser d'une certaine façon de l'intérieur les mouvements. Je voudrais vous parler, lorsque vous avez parlé de la présence de la technologie, de la technique. La technologie, est-ce qu'elle ne s'y constitue pas, malgré tout, bien qu'elle ne soit pas totalement autonome, une sorte de cadre d'emblée depuis plutôt l'apparition des sociétés humaines qui, peu à peu, elle comporte dans sa pratique et dans... Est-ce qu'elle ne peut pas constituer une possibilité pour cette partie de la domination, de la suprématie qui est toujours l'élite des sociétés, qui s'appuie sur la profonde inégalité et sur la propriété individuelle? Est-ce que la technologie ne peut pas être une force hybride, je dirais, entre les potentialités immenses et entre l'élite, les potentialités de la société et l'élite, afin d'imposer un monde mesurable où l'inégalité n'existera plus? Voilà quelle est ma question. Je pense que par elle-même, la technologie, qui est la dérivation matérielle de la science en réalité, hein, donc qui engage aussi la question de la science, est évidemment dépendante, non pas tant en elle-même que dans son développement, du régime social général. Parce qu'on parle de la technologie, mais il faut voir, on ne peut pas parler de la technologie en elle-même, sauf simplement à décrire les progrès particuliers des sciences et des techniques. Mais quand on parle de la technologie, il faut immédiatement dire quel est son régime d'appropriation sociale aujourd'hui. C'est-à-dire à qui la technologie profite effectivement. Alors on dira, elle profite quand même à la mère de famille qui préfère avoir un frigidaire que rien du tout. C'est vrai, c'est vrai. Donc il y a un niveau définissable dans lequel la technologie peut être au service de ce qui est commun. Mais elle est encore bien plus profitable à celui qui en tire des milliards. Bon. Donc, je pense qu'il faut analyser la technologie à partir de la fonction collectivement assumée des besoins et non pas à partir de son existence en tant que telle. En fait, compte l'existence de la technologie en tant que telle, c'est une abstraction. C'est une abstraction très proche, la plupart du temps, de certains secteurs de la science. Or, la science, en elle-même, est un élément neutre. C'est son appropriation qui n'est pas neutre. Effectivement, tout ce que l'homme produit dans l'univers néolithique est approprié d'une façon ou d'une autre, même quand il est de toute évidence un intérêt commun. C'est ça le problème. Et je pense que ce problème s'étend tout à fait, de façon même exemplaire, à la technique, dont on peut simultanément dire qu'elle pourrait être utile à tout le monde, par bien des côtés, et dont on peut dire en même temps qu'elle est principalement utile aujourd'hui à une oligarchie monstrueuse. Voilà. Et donc je dirais volontiers en philosophe, que la science elle-même est corrompue par le capitalisme.
C'est-à-dire que la corruption, ce n'est pas simplement la corruption des gens, c'est aussi la corruption des choses qui existent. Quantité de choses qui existent dans la science et dans la technique sont corrompues parce que leur usage, finalement, est rapporté au profit qu'elles peuvent produire et non pas à leur intérêt réel pour l'humanité tout entière. Alors ce concept de corruption, je crois, est tout à fait important parce qu'il est très présent dans les mouvements à l'heure actuelle. Si on prend par exemple le mouvement algérien, qui est très intéressant dans sa durée et dans sa consistance, on s'aperçoit que le reproche fondamental, c'est qu'on est dominé par une oligarchie corrompue. Ça revient constamment. Que ce sont des gens qui ont pillé les ressources nationales, véritablement, pour leur enrichissement personnel. Et je pense que que cette question de la corruption est une bonne entrée pour discuter de tout ce dont j'ai parlé ce soir, finalement. Qu'est-ce qu'on appelle corruption ? Si on tire ce qu'on appelle corruption, on va voir sortir quand même les données du capitalisme contemporain, la possibilité pour une petite minorité de s'approprier des ressources matérielles appartenant aux autres, d'en faire un élément, un usage privé, un usage de profit, etc. Donc, j'insérerai volontiers la question des techniques dans le concept général de corruption, la corruption définissant, au fond, toujours une forme d'appropriation personnelle, privée et dans le but d'un profit, de quelque chose qui devrait être destiné à un usage égalitaire et commun. Kyrios. Oui, bonsoir Alain Badiou, merci beaucoup pour l'exposé de votre réflexion. Moi, j'avais deux petites questions à vous poser. Oui. Je suis ici. J'avais deux petites questions à vous poser. La première, elle concerne votre réflexion concernant la nécessité d'imposer un nombre minimum d'heures de travail à un niveau mondial. Est-ce qu'en pensant la chose à un niveau mondial, est-ce que vous ne tombez pas dans le travers de ce que vous dénoncez ? Par exemple, je pense que cette nécessité d'imposer un temps minimum de travail à une échelle mondiale devrait passer par la nécessité d'instaurer une institution qui comprend plusieurs États. Mais est-ce que, par exemple, quand on regarde le cas de l'Europe, qui est une institution qui à la base est faite pour la paix entre les États, aujourd'hui nous impose des directives qui imposent aux États d'entrer dans une économie de concurrence, de libéralisme. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt penser cette nécessité d'avoir 30 heures de travail minimum à une échelle nationale et que les États se redéfinissent en fait comme des souverains et ne s'inscrivent pas du tout dans un ordre mondial en fait, restent plutôt isolés. Et ma deuxième question, elle porte sur l'abolition du régime de propriété. S'il me paraît nécessaire également d'abolir le régime de propriété matérielle, qu'en est-il du régime de propriété culturelle que je pense qui est pour moi un héritage également. Et cet héritage culturel est également vecteur de nombreuses inégalités. Et je pense que même si la propriété matérielle est abolie, cette propriété culturelle restera. Donc en France par exemple, est-ce qu'on abolira les grandes écoles? Voilà, mes questions portaient sur cela. Merci. Sur le premier point, lorsque j'ai dit qu'une décision mondiale sur la durée du travail finalement porterait rapidement, mettrait fin en réalité à la masse des chômeurs planétaires, qui est considérable, qui représente des dizaines de millions de gens. C'était évidemment une hypothèse dont je ne donnais pas le processus ou le réel, bien entendu. C'était simplement pour montrer la fonction que, dans la logique de la concentration du capital, a l'inégalité salariale entre telle ou telle partie du monde et telle autre. Il est clair que partout où on laisse s'établir un salaire horaire extrêmement inférieur par rapport à un autre salaire horaire, les investissements vont se diriger là où le salaire est minimum. C'est bien pour ça que la Chine est devenue, comme tout le monde le reconnaît, l'atelier du monde, d'ailleurs l'endroit où l'industrialisation s'est installée en masse, parce que les gens y travaillent dans des conditions qui sont celles du 19e siècle, tout simplement. Voilà.
Après ça, vous avez raison, le processus par lequel devrait passer politiquement, si je puis dire, une mesure de ce genre, pourrait peut-être commencer à une autre échelle que le monde lui-même, tout simplement parce qu'il n'y a pas de gouvernement mondial à l'heure actuelle, et que constituer un mouvement mondial de type nouveau est certainement une tâche qui devra être accomplie un jour ou l'autre, mais pour l'instant, donc il n'y avait pas de contradiction entre nous sur ce point, c'est ça que je voulais dire. Il y avait l'idée générale pour démontrer un point, et puis il y avait le processus politique qui est un autre. Sur les inégalités culturelles, vous avez parfaitement raison, et ça pose évidemment une question dont qui est sous-entendue, mais dont j'ai quand même en partie parlé, qui fait partie des tâches les plus évidentes dans le monde contemporain et qui concerne, à minima, l'égalité éducative, c'est-à-dire l'égalité de la transmission. Et vous remarquez que c'est un gros problème pour l'instant, qu'il y a une inégalité de la transmission. Et ça, vous savez, ça fait partie largement du triangle propriété privée, famille, État. N'oublions pas la famille dans le triangle. La famille est le lieu de la reproduction des inégalités aussi, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Même une famille qui sympathise avec le communisme, il se peut qu'elle ait beaucoup de livres chez elle, alors que la famille voisine n'en a aucun. Il se peut que le souci familial que les enfants soient de bons élèves soit nourri chez elle, et que dans une autre famille, ça ne soit pas le cas, etc. Il y a des inégalités qui sont des productions familiales. Il ne faut donc jamais défaire le triangle. C'est bien propriété privée, mais aussi famille, mais aussi l'État, qui est la protection générale du tout. Donc je vous accorde aussi le point. La transmission culturelle pose la question peut-être la plus redoutable de toutes, à vrai dire, celle sur laquelle Platon a fait des propositions radicales, mais terribles, qui était que les enfants étaient arrachés au milieu familial dès leur naissance. Mais ça indique tout de même que cette question des inégalités dont le laboratoire et la famille est peut-être la question la plus difficile, la plus délicate du communisme lui-même. Et en vérité, même dans les États communistes que nous avons connus, cette inégalité culturelle s'est réintroduite parce que l'enfant d'un apparatchik du parti se trouvait, même avec la meilleure volonté des parents, dans une meilleure situation pour continuer sa carrière que le fils d'un paysan lointain. Et donc nous devons, lorsque je parle de s'en prendre au trio fatal, au trio néolithique fatal, je me rends bien compte que la famille est évidemment peut-être le problème le plus difficile à la fin des fins. En tout cas, je n'ai pas d'idée immédiate à vous transmettre à la foule sur la révolution de la famille. Nous saluons votre présence ici de la part de l'université Aristote de Thessalonique, votre présence constitue un fait à la fois fécond, producteur et créateur, sécrétant du sens. Je voudrais, Monsieur Badiou, donc, et je change de langue, comme dit l'intervenant. Rebondir plutôt sur ce que vous avez dit au niveau des écoles helléniques de grec ancien, en portant l'accent sur Platon et sur Aristote. Et là, on parle de ison, de l'égalité, mais ceci sous la condition du légal, nomimon, ison nomimon. Et nous savons que sur la base de votre analyse hérétique de Platon, hérétique dans le cadre bien sûr d'un marxisme que vous continuez à soutenir encore aujourd'hui, Platon, finalement, représente le philosophe de l'égalité, bien que là, il y ait une certaine contradiction dans les termes. D'autre part, toutefois, je voudrais
que nous réfléchissions à cette question de la nature humaine, qui, d'une certaine façon, d'une façon extraordinaire, qui a été mentionnée par Thucydide, Machiavel, Hobbes et bien sûr Freud. Des penseurs, tous les quatre donc, qui vous inspirent. Cette question de la nature humaine, donc, disais-je, qui, d'après mes connaissances, cette question vous a été posée dernièrement par un Français, un compatriote, un de vos compatriotes, qui s'agite sur la scène. Je parle de Michel Onfray. Et vous, je crois, vous n'avez pas répondu d'une certaine façon frontale, je dirais. Et le dernier point que je voudrais soulever, c'est que pouvons-nous faire aujourd'hui, et je renvoie à Lénine, après une sorte d'un examen du diptyque Kant-Foucault. Qu'est-ce que nous sommes, nous, aujourd'hui, dans ce moment précis de l'histoire? Est-ce qu'on parle d'une décadence, d'un déclin? On parle, par ailleurs, d'inégalités monstrueuses, effroyables à notre époque, et au niveau politique, économique, au niveau de la communication, qui est dominé à 99% par certains. Peut-être que l'arrivée de l'autre, cet avènement de l'autre, va passer par une sorte de déclin, peut-être de décadence, pas simplement une aphasie ou une crise, mais un déclin ou une décadence, comme tout ce qui était programmé Oswald Spengler, qu'il prophétisait donc. D'abord, je voudrais, s'agissant de... Il me semble que l'ensemble de votre intervention est centré sur la question de nature humaine, en réalité, à la fin des fins. Parce qu'on a beaucoup reproché à Platon de ne pas respecter les données empiriques, les données véritables, les données concrètes de la nature humaine, mais de les rapporter, d'avoir une vision idéale. Et de la même manière, en un certain sens, Platon est le penseur de la décadence du monde grec aussi. Donc, pas seulement une crise, mais une décadence. Donc, je vais essayer de relier tous ces points. En ce qui concerne la nature humaine, il faut quelque chose d'un tout petit peu philosophique. La thèse que je soutiens, c'est que la nature, on ne peut pas parler de nature humaine, on peut parler d'un rapport intra-humain entre individu, d'une part, et sujet, d'autre part. L'individu, c'est l'ensemble des caractérisations empiriques d'un individu humain, ses capacités, la langue qu'il parle, l'endroit où il est né, etc., etc. Toute une série de caractéristiques qui sont contraignantes à leur manière. Le sujet, c'est ce qui mesure ce dont il est capable au-delà, justement, de cette composition stricte qu'on peut dire naturelle. C'est-à-dire que une caractéristique fondamentale du sujet humain, c'est la découverte du fait qu'il est capable de choses dont il ne se savait pas capable. Ça, c'est la clé de l'humanité comme telle. L'humanité comme telle, ça n'est pas ce dont la nature humaine est capable. C'est le surgissement dans la nature humaine de ce dont elle ne se savait pas capable. Et c'est cette capacité à faire ce dont elle n'était pas capable, ou ne se savait pas capable, qui s'appelle la création, la capacité créatrice de l'humanité. Et je crois qu'on pourrait définir la politique la meilleure comme celle dont le point d'appui principal n'est pas la nature humaine, mais le sujet humain. C'est-à-dire qu'il s'appuie à tout moment sur l'hypothèse légitimement acceptée que le sujet humain est capable de ce dont il ne se sait pas lui-même capable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au-delà de la nature humaine,
il y a la dialectique entre ce qui est possible et ce qui est impossible. Et je crois profondément que le statut particulier de l'animal humain, c'est de déplacer constamment les frontières entre le possible et l'impossible. C'est-à-dire de ne pas être déterminé, pas même par la possibilité. Bien sûr, il y a la détermination par l'être. Nous ne sommes pas des 1000 pattes, par exemple. On n'a que 2 pattes. Ça, bon. Mais finalement, on va fabriquer des machines qui ont 1000 pattes. C'est ça la vérité. Et on va le faire dans des conditions dont on imaginait qu'elles étaient tout à fait impraticables, tout à fait impossibles. Donc je pense qu'il faut tenir ferme sur un concept de l'humanité qui serait le déplacement constant et créateur de la frontière apparemment établie entre ce qui est possible et ce qui est impossible. Et donc je dirais que l'homme, c'est l'animal de l'impossible. C'est comme ça que je le définirais. Et quand on dit que le communisme est impossible, ça ne m'impressionne pas beaucoup. Parce que finalement, tout ce qui est intéressant est impossible. C'est ça la vérité. Vous le remarquerez tous les jours. Le point sur lequel on peut expérimenter ça, c'est un exemple, mais c'est dans l'ordre. Prenez l'ordre de la création artistique. La création artistique, ça consiste de façon presque constante à rendre artistiquement possible quelque chose qui était considéré juste avant comme impossible. Par exemple, de montrer que la peinture n'est pas forcément une copie de la nature, ou que de la peinture, elle peut être abstraite, ou, etc. Des choses qui étaient considérées comme inacceptables et rigoureusement impossibles. De même, la création musicale, au début du XXe siècle, consiste à montrer qu'une musique qui n'est pas tonale est possible. Alors qu'avant, on pensait que ce qui n'était pas tonal n'était pas musical, c'est tout. Donc, dans la science et on trouverait des exemples encore plus stupéfiants, qu'il y ait des nombres imaginaires, des irrationnels, etc. La mathématique elle-même est une leçon constante de création de quelque chose d'impossible, vraiment. Des figures impossibles, des relations impossibles. Alors, tout ça, c'est l'humanité, c'est ça. Et même des amours impossibles. Hein. Bon. Donc, on ne va pas entrer dans les questions de genre, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, la question du genre, en réalité, elle rôde autour de la question du genre impossible, finalement. Du genre qui n'est ni homme ni femme. Voilà. On est sur une lisière d'impossibilité. Et la réaction, c'est toujours la défense stricte de possibilités. Si vous analysez les réactions au progrès, vous verrez toujours qu'elles consistent à dire « non, ça c'est impossible ». C'est-à-dire elles sont les gardiennes de l'impossible. C'est ça, le conservatisme, c'est ça, c'est toujours garder l'impossibilité, ce qui veut dire en réalité interdire la naissance d'une nouvelle forme de sujet. Parce que la nouvelle forme de sujet, elle est toujours créée par le déplacement de la frontière entre le possible et l'impossible. Et donc, pour conclure là-dessus, je pense que l'homme, la nature de l'homme est d'être antinaturel d'une certaine façon. Parce qu'on est bien obligé de penser que la nature, c'est aussi quelque chose qui va avec des lois de la nature. C'est quand même vrai que nous en subissons beaucoup. Jusqu'à présent, nous sommes encore mortels, nous naissons d'un accouplement sexuel, nous sommes d'abord petits, puis nous grandissons. Il y a d'innombrables choses qui sont effectivement dans l'ordre de la possibilité, qui ne peuvent pas être niées. Mais je pense qu'aucune d'entre elles n'est à l'abri d'une invention humaine qui déplacerait les possibilités, même les possibilités qui peuvent apparaître comme les plus naturelles. Parce qu'il l'a toujours fait dans son histoire et qu'il a toujours inventé des choses qui, très peu de temps auparavant, semblaient totalement impossibles. Et par conséquent, je dirais, il y a une nature humaine qui est la capacité à rendre possible de l'impossible. Voilà. On prend une dernière question? Oui. Une dernière question. C'est rien. Vas-y. Il y en a deux dernières questions. Hein? Il y en a une question qui fait deux.
Il y a deux candidats pour une question. C'est ça, nous allons faire une question divisée en 3. C'est impossible. Donc nous le faisons. Alors, pour faire vite, j'aimerais avoir votre sentiment sur deux arguments qu'on entend souvent aujourd'hui, qui sont très répandus dans l'opinion. D'une part, vous avez beaucoup insisté sur les inégalités de la situation actuelle, qui est effective. Mais on constate aussi, je pense que d'une manière incontestable, que le monde d'aujourd'hui, le monde du capitalisme mondial d'aujourd'hui, a sensiblement amélioré sur le plan quantitatif les vies humaines sur une échelle mondiale. Il y a moins de famines, il y a moins de... etc. Alors, je crois que si je ne me trompe, Jacques Attali disait il n'y a pas longtemps que le moment actuel est quand même le meilleur moment dans toute l'histoire de l'humanité où on aurait préféré être né. Alors, il y a donc ça, que le capitalisme ne va pas en s'empirant sous certains aspects. Alors, ça, c'est l'un des deux arguments sur lesquels j'aimerais votre opinion. L'autre argument, c'est que la vision radicale, voire utopique que vous proposez, abolir la propriété privée ou abolir la famille dans son rôle de faire renaître les inégalités, correspondrait à une époque de l'humanité, disons le 19e siècle, où les révoltés n'avaient à perdre que leur chaîne. Alors qu'aujourd'hui, on constate que ceux qui sont révoltés, ce n'est pas vraiment des prolétaires, ce sont plutôt des petits bourgeois qui ont leur maison, leur voiture, etc. Donc on a une sorte comme ça de transformation de sociétés à des sociétés où les gens n'ont pas que leur chaîne à perdre. Ils ont à perdre justement ce que vous demandez à faire abolir. Voilà, donc ça rend plus difficile de leur faire accepter ce programme. Alors, sur le premier point, je suis évidemment d'accord pour dire que le néolithique, dans son ensemble, a été une transformation de la vie de l'animal humain dont on peut toujours soutenir qu'elle l'a rendu très préférable à ce qu'il était avant. Avant le néolithique, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des petits groupes nomades en général, vivant des ressources naturelles qu'ils peuvent trouver par la chasse ou par la cueillette, c'est-à-dire des groupes de chasseurs-cueilleurs avec des symboliques déjà développées, comme on le voit dans les cavernes, mais c'est ça. Donc c'est une vie encore, à vrai dire, objectivement, je ne dis pas du point de vue de l'impossible, mais objectivement très proche de la vie animale. Et tout simplement parce que l'homme vient d'apparaître. Il est apparu comme un animal, hein. Il n'est pas apparu ailleurs que comme un animal, évidemment. Il n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas une création de Dieu à son image. J'ai toujours trouvé que le fait que l'homme soit été créé à l'image de Dieu donnait une image de Dieu un peu restreinte. Enfin bon. Donc ça, je vois bien. Et donc le néolithique, c'est quand même un espace de création et de défi à l'impossible beaucoup plus ouvert que le petit groupe de chasseurs-cueilleurs antérieur au néolithique. Il faut dire que dès le début, ils ont fait des choses insensées, les hommes du néolithique. Prenez les pyramides d'Égypte. C'est un des plus vieux monuments de la période néolithique. C'est une chose invraisemblable. Enfin. En plus, mais c'est une chose invraisemblable. Et par ailleurs, directement, le symbole d'une inégalité absolue. Parce qu'il s'agit de montrer que le pharaon est différent de tout le monde, non seulement dans sa vie, mais jusque dans sa mort. Jusque dans sa mort, il n'est pas comme les autres. Hein.
Et pour montrer qu'il n'est pas comme les autres, vous avez vu ce qu'on a fait. Hein, ça, c'était vraiment... Et en un certain sens, on peut montrer ça de toutes les grandes créations de la période néolithique. C'est-à-dire, elles sont d'un côté, en effet, incalculables et imprévisibles par rapport à avant, mais elles sont aussi inscrites dans l'impitoyable loi des inégalités de ce que Marx appelait les classes, la lutte des classes. Elles sont impitoyablement inscrites dans la figure des classes. Alors ça, c'est le premier point. Donc je suis prêt à reconnaître que, du point de vue des catégories du bien-être, tout le néolithique a inventé des choses évidemment décisives pour la continuation de l'espèce humaine. La première invention capitale du néolithique, c'est l'agriculture sédentaire. C'est de semer les choses et de récolter, qui évidemment a eu des effets sur la nourriture, les populations, hein, mais que d'un autre côté, il est aussi en même temps, depuis le début, dans une restriction de tout ça, dans une limitation de la capacité créatrice, dans le fait que ça réserve les fruits de cette capacité à des minorités de plus en plus étroites. Et donc, en effet, il y a quelque chose d'absolument nouveau, mais ce nouveau est en un certain sens colonisé, amoindri, structuré par le prix payé à cette nouveauté qui est l'organisation sociale dans laquelle se constituent des classes différenciées. Alors évidemment, on peut dire c'est beaucoup mieux, mais c'est beaucoup mieux, mais à l'intérieur de ce beaucoup mieux, il faut examiner le prix payé pour ce beaucoup mieux. Et ça pourrait être encore beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, ça pourrait être encore beaucoup, beaucoup mieux. Il faudrait... Naturellement, nous serions les héritiers de la période néolithique, avec la science, la technique, etc. Mais sur le point qui est l'organisation de la société, il y a des progrès à faire. Voilà. Il y a des progrès à faire. Je ne crois pas que l'existence de la science, etc., soit nécessairement liée à la division de la société en classes sociales matériellement extraordinairement inégales. Je ne pense pas. Il n'y a pas de démonstration de ce point. La seule démonstration, c'est en effet la vision darwinienne dont quelqu'un a parlé du milieu social, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a que la lutte concurrentielle qui est créatrice. Je pense qu'on peut montrer, sur exemple, que c'est une idée qui n'a pas de fondement démonstratif véritable. Je ne crois pas du tout que la lutte, la concurrence, soit le moteur des inventions créatrices véritables. C'est sur ce thème-là. Alors, et tout ça, effectivement, permet de dire à beaucoup de monde que ce qu'on a, c'est le mieux possible. Oui, mais justement, moi, je suis pour le mieux impossible. Bonsoir et merci beaucoup. Oui, je vais parler grec. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de les révolutions, vous avez parlé sympathiques, vous avez parlé des mobilisations que nous suivons au niveau mondial, et vous avez parlé de révolution, comme si vous l'avez dit tout à l'heure, qu'elle ne nous donne pas un autre système politique, économique, un autre projet économique ou politique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine valeur dans tout ce que d'autres, c'est dans ce refus massif et une sorte, il y a une partie du peuple qui dit non à ce qui existe. Est-ce que vous pensez qu'il y a une valeur dans cette espèce de refus, dans cette mobilisation? Je ne sais pas si je m'explique bien, si j'explique bien ce que je veux dire. Et deuxièmement, est-ce que vous pensez, parce que vous avez dit qu'on demande de la liberté et non pas l'égalité. Et là, j'ai pensé de la nouvelle liberté, celle dont on a parlé dans un autre cadre économique. Et c'est une inquiétude que je ressens. Et je me demande si
cette explosion, cette mobilisation extraordinaire et la façon dont qu'elle apparaît dans les médias sociaux où il y a une logique économique totalement libérale. Je me demande si cela est un exemple selon lequel, finalement, le capitalisme commence à capitaliser, je dirais même, la révolution. C'est un produit aussi qui peut être capitalisé et c'est peut-être pour cela que nous ne suivons pas la révolution que nous voudrions avoir. Merci. Et moi, je voudrais donner mon sentiment exact par rapport effectivement à l'ensemble du mouvement qui, depuis tout de même maintenant plus de une dizaine d'années au moins, agite petit à petit un grand nombre de pays et de pays très différents, puisqu'il se passe des choses dans des pays comme la France, en Algérie, au Liban, en Afrique, etc., etc. Je pense que c'est bien un effet de l'évolution du capitalisme contemporain, ça bien sûr. C'est une révolte quand même. C'est une révolte qui porte sur des points précis. Points précis qui peuvent être le sentiment amer d'une baisse du pouvoir d'achat, le sentiment qu'on n'est pas du tout entendu, qu'on compte pour rien. Je pense que c'est souvent ça aussi, le sentiment qu'on compte pour rien. Qu'on n'est pas compté, quoi, qu'on n'est pas pris en compte. Ça, je crois que c'est très important. Et aussi le sentiment que important qu'on n'a pas le sentiment que l'avenir porte une amélioration quelconque, mais plutôt le contraire. Il se pourrait bien que l'avenir porte une détérioration et pas une amélioration. L'état actuel du monde est un état sans dynamique. Alors, c'est peut-être pas vrai partout, ça. Il faudrait voir. C'est peut-être pas vrai partout, mais enfin, c'est un sentiment qui, dans l'Occident et sa périphérie, est très répandu. Moi, je crois que toute mobilisation populaire, toute énergie, toute révolte doit être, en tout cas, considérée avec intérêt. Voilà. Considérée avec intérêt. Ça, je pense que sans soulèvement populaire, après tout, il n'y a rien. Voilà. En politique, sans soulèvement populaire, il n'y a rien. Hein. On sait très bien que ça passe pas par les élections tranquilles dans l'isoloir. Les grandes créations, elles sont pas justement dans l'ordre de la possibilité offerte par la prochaine élection. C'est toujours un peu impossible, c'est-à-dire, dans mon langage à moi, c'est toujours un événement. Et un événement, c'est justement quelque chose qui n'était pas déclaré possible. C'est quelque chose qui surgit. Voilà, c'est un surgir. Alors, quand il y a un surgir, il faut le regarder de près. Ça, il n'y a pas de doute. Il faut aller voir, il faut partager. Donc, je répondrai positivement au fait qu'il y a un intérêt. Cependant, je pense que dans le monde contemporain, il y a aussi un sourd effet de neutralisation de tout ça par le fait que les objectifs sont trop étroits. Et un objectif particulièrement étroit, c'est de s'en prendre uniquement aux chefs de gouvernement. J'ai l'impression que les chefs de gouvernement aujourd'hui, du point de vue du capitalisme dans son ensemble, sont des animaux qu'on livre aux fauves populaires. Hein. Mon pauvre Macron, c'est un peu ça. Personne n'en veut plus, sauf la poignée des gens qui sont polis, personne n'en veut plus. Et il est là on sent bien que dans la coulisse, on est prêt à le sacrifier s'il le faudra, à le donner en pâture au mouvement et à recommencer avec un autre personnel. C'est tout à fait possible, tout à fait possible. Et il le sent d'ailleurs, lui. Je sens qu'il le sent. Je sens qu'il sent qu'il est peut-être une bête au milieu du cirque comme ça et que les tigres vont arriver et le dévorer tout cru. Et ça, c'est quand même un signe de faiblesse des mouvements. Et c'est ce qu'on a appelé le dégagisme. C'est-à-dire le mouvement qui n'a comme seul mot d'ordre véritable, mot d'ordre unificateur véritable, de vouloir à tout prix le départ de celui qui est le chef du gouvernement. Mais un chef de gouvernement, c'est pas grand-chose, il faut bien voir. C'est un symbole très faible, hein. D'autant qu'on va même pas le décapiter, comme Louis XVI en France, Macron. Tout le monde sent bien qu'il mérite même pas d'être décapité, hein.
Donc, ça veut dire qu'il est... Et ça veut dire quoi qu'il ne mérite pas d'être décapité? Ça veut dire qu'il peut être remplacé, en réalité. Voilà. Alors, quand on dit Macron va-t'en, moi je demande tout de suite, qu'est-ce que vous mettez à la place? C'est quoi ce départ? Ça veut dire quoi? En réalité, c'est un départ creux. Politiquement, c'est creux. Si ça veut dire de nouvelles élections, que, dans la condition actuelle, si on n'a pas Macron, on aura un papier carbone de Macron. C'est évident, parce que ça correspond au système tel qu'il est. Et donc, pour revenir au mouvement, je pense que les mouvements aujourd'hui, c'est le sel de la terre politique, il n'y a pas de doute. Sans les grands mouvements, qu'est-ce que ce serait la politique? Ce serait franchement pas grand-chose. Mais dans les conditions du présent, c'est vrai, vous avez suggéré que le mouvement était capitalisé. Je dirais que les mouvements aujourd'hui sont intellectuellement corrompus, en partie, par le fait qu'on peut organiser les choses de façon qu'ils aient un objectif qui n'est pas adéquat. Qui n'est pas adéquat à la poursuite et à la qualité et à l'invention, à l'inventivité du mouvement lui-même. Et ça, c'est parce qu'il se déploie dans un ordre politique qui est lui-même corrompu, évidemment. Parce que les vrais maîtres de la société française, par exemple, c'est pas Macron. Macron, c'est un larbin, c'est un serviteur, évidemment. Et on ne peut pas lui demander autre chose, d'ailleurs. Il est là pour gérer les affaires telles qu'elles sont. Il n'est pas là pour introduire des changements fondamentaux. Il est là, au contraire, pour organiser tant qu'il peut le caractère soumis et de la société dont il a la charge. Et donc, se centrer tout sur lui, c'est exorbitant, d'une certaine manière. C'est pas... Alors, et que faire d'autre? Que faire d'autre? Ça veut dire quand même faire des propositions qui s'en prennent directement, non pas à Macron, mais au véritable maître de Macron. Voilà. C'est-à-dire les gens qui possèdent tous les moyens d'information, les gens qui sont les grands capitalistes en place, les gens qui sont des intouchables, littéralement. Il faut vraiment qu'ils commettent des crimes, pratiquement, et encore. En France, on a Balkany, c'est le plus grand corrompu national, et tout le monde pense qu'il va être réélu maire de sa commune. Alors, ce sera un symbole, ça, particulier. Et ça prouve qu'en effet, on peut entrer dans l'idée que les mouvements, aujourd'hui, sont limités dans leur capacité créatrice, j'insiste, c'est-à-dire dans ce qu'ils pourraient faire bouger du rapport entre possible et impossible, par le fait que, quand on demande le départ de Macron, on est en train de demander quelque chose qui est possible. On n'est pas en train de demander quelque chose qui est impossible à proprement parler du point de vue de l'ordre établi. Macron peut partir. Ça ne sera pas un événement historique nouveau. Ça sera au contraire la manière dont ce sera la réponse étatique, en réalité, à une situation difficile, hein, par le sacrifice de celui qu'on a mis en première ligne. C'est normal. Voilà. Je pense que nous allons nous arrêter ici parce que le temps passe. Dommage pour tous ceux qui n'ont pas eu la possibilité de poser des questions. Demain, la suite, comme nous l'avons dit, à la faculté de droit, rue Solonos, pour un séminaire à 19h. L'immanence des vérités et ensuite l'école des beaux-arts.